Bonsoir. L'actualité aussi bien nationale qu'internationale a été bien fournie ces dernières heures. Nous allons en débattre sur votre émission Actu et Débat de ce lundi, du moins celles qui ont retenu notre attention. Nous évoquerons la cérémonie d'hommage aux forces de l'ordre tombées sur le champ de bataille, cérémonie interdite samedi dernier à la Bourse du Travail. 24 heures plus tôt, le porte-parole du gouvernement était face à la presse. Wilfried Léandre Roumbedi s'est prononcé sur plusieurs sujets qui agitent l'opinion. Nous apprécierons cette sortie dans un instant. Et puis nous sommes, vous le savez, 20 janvier, une date sans doute marquante dans l'histoire des États-Unis et celle du monde. Ce lundi voit le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump à Washington. Nous en dirons un mot. Brisbane, Haïti. En studio, Nicolas Sokwetin. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Brisbane, bonsoir à tous. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes en face du consultant média Jules-Léandre Kitty. Jules-Léandre, bonsoir. Bonsoir Brisbane, Haïti, bonsoir à tous. Alors, ce dimanche sur Radio Cotonou, l'émission Franc-Parler a reçu Jean-Baptiste Ronguet, président du Parti populaire panafricain, qui a opiné sur plusieurs sujets d'actualité. Voici la proposition du Parti populaire panafricain pour lutter contre le terrorisme. Nous avions dit qu'il faut donner suffisamment de moyens. Le Bénin a les moyens. On peut acheter des appareils volants pour surveiller notre territoire, surtout dans la zone. Deuxièmement, il faut une synergie d'action entre les armées des pays frontaliers pour combattre le terrorisme ou bien le djihadisme qui menace la sécurité de nos pays à nous tous. Non, je dis l'humilité devait nous conduire, que ce soit nous, que ce soit les autres, à ne pas mettre en exergue nos échos, à mutualiser les forces pour combattre ce que j'appelle la criminalité de nos jours. Voilà, Jean-Baptiste Ronguet, invité de honorer Benjamin Naoum ce dimanche sur Franc-Parler. Nicolas Sokwetin, j'ai très envie de vous entendre sur la proposition du Parti populaire panafricain pour lutter contre le terrorisme à nos portes au Bénin. Oui, j'adhère entièrement à ces propositions, puisqu'il a notamment souligné deux choses qu'on doit faire, savoir mieux équiper nos forces de défense et de sécurité. Et aussi, il faut une franche collaboration avec les pays limitrophes, notamment nos frères du Niger, du Burkina et du Mali, qui sont confrontés aux mêmes problèmes que nous. C'est vrai que cette histoire de terrorisme est devenue un mal qui gangrène désormais nos sociétés et qui fait véritablement peur. Ne serait-ce que ce qui s'est passé le 8 janvier dernier, je crois qu'il faut être insensé pour ne pas avoir gros soucis par rapport à ce qui s'est passé, où 35 vaillants forces de l'ordre sont tombés sous les balles de ces criminels. Malheureusement, il y a eu ce problème de manque de matériel. Si on en croit aux informations que nous glanons ici et là. Et aussi qu'on a manqué, pour moi, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Et ça, moi, je m'inquiète. Est-ce que jusque-là, on n'avait pas vu venir, ou en tout cas, est-ce qu'on ne devrait pas penser à ce que ces équipements qui ont fait défaut sur le champ de bataille à nos forces de l'ordre, est-ce qu'on n'avait pas remarqué cela? Est-ce que cela n'était pas lisible et visible? Malheureusement, les choses se sont passées comme ça et on a perdu 35 vaillants hommes sur le champ de bataille. Et cette question de M. Ronguet, ma foi, est venue un peu tardivement, on peut le dire. Et c'est là ce que nous disons ou que nous reprochons à nos hommes politiques qui, parce que l'histoire du terrorisme, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps, on est en train de... À l'Assemblée nationale, en décembre dernier, le chef de l'État a rassuré le peuple qu'il y aura des... Non, le chef de l'État, mon sens, le chef de l'État n'a pas rassuré. Parce qu'il a dit que s'il y a un pan sur lequel son gouvernement n'a pas encore réussi,
c'est bien. C'est le point du terrorisme. Il a rassuré que les efforts seront faits pour contrer le mal. Non, il fallait. C'est dit que moi, à mon avis, si on a perdu autant d'hommes dans cette histoire, c'est que franchement, on peut même dire que rien ne se faisait de façon plus concrète. Et qu'il fallait véritablement vous pouvez faire pas dire mieux. Que rien ne se faisait, Nicolas. Mon cher Brice, moi je pense que c'est vrai. Ces bandits de grand chemin n'ont pas foi aux yeux quand ils veulent agir. Mais on aurait pu prendre plus de dispositions pour éviter davantage. Parce que moi, ça c'est ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, puisque désormais c'est monnaie courante, les informations, même si on ne peut pas traiter cela d'informations véritablement fiables. Mais il paraîtrait que dès le départ de ce combat, le 8 janvier, nos forces de l'ordre ont donné l'alerte, mais c'est près de 8 heures après que les renforts et soutiens sont venus. On n'a pas cette assurance-là, donc on ne va pas s'aventurer sur ce terrain. Je dis qu'il paraîtrait, je mets ça au conditionnel. Parce que donc comme on n'a pas l'assurance, on ne va pas rester dans le conditionnel. Mon problème, c'est que la promptitude dans la réaction, le problème de matériel qu'a soulevé M. Rungué, à mon sens, vu que nous sommes confrontés à ce problème il y a longtemps, on ne devrait pas être à ce niveau-là. On ne devrait pas à cette niveau. On peut évoquer un problème de, par exemple, si c'était manque de soutien. On chercherait la faille. Où est-ce que ça n'a pas marché? Mais qu'il y ait problème de manque de matériel, moi je pense que c'est déjà suffisamment grave. Non, personne n'a parlé de manque de matériel. C'est le président du Parti populaire panafricain qui a souhaité plus de matériel sophistiqué. Vous pensez que s'il y en avait, est-ce que lui, en tant qu'homme politique, il n'aurait pas eu vent de ce que nos forces de l'ordre sont véritablement équipées? Mieux, quand il évoque comme situation, comme solution aussi, une meilleure collaboration, ça c'est une solution qu'on a proposée il y a très longtemps. Qu'on ne devrait pas être en difficulté avec les pays de l'AES. On va parler. Le temps d'écouter Juliandre Kitty sur les propositions du président du Parti populaire panafricain. Bon, pour contrer le terrorisme. Écoutez, ici... Il a parlé de moyens, de synergie, d'action, mettre l'éthique à disposition et tout. Bon, si ce n'était pas que l'actualité de la lutte contre le terrorisme ces derniers temps est dominée par le fait qu'on ait perdu des compatriotes, j'allais éclater de rire dans ce studio. Parce que j'entends des choses. Bon. Oui, j'entends des choses qui me scandalisent. Bon, heureusement, je suis immunisé pour ne plus m'émouvoir à entendre ces choses-là. Donc, vous voulez que, monsieur, si l'état-major général de l'armée béninoise a des informations sur la nature des matériels sophistiqués ou non que nous avons, il devrait donner l'information à M. Jean-Baptiste Ungué, président du parti. Et la parole de M. Jean-Baptiste Ungué devrait nous amener à dire le fait que lui, encore que lui n'a pas dit qu'il n'y a pas de matériel, le fait qu'il ait dit qu'il faut plus de matériel, il faut du matériel aérien, ça signifie qu'on n'avait pas de matériel. Et si vous connaissez les méthodes de fonctionnement des terroristes, la plupart des armées au monde entier, je ne parle même pas de l'Afrique, ça date chaque jour que Dieu fait à la lutte contre le terrorisme. Pourquoi il y a des attentats à Paris? Pourquoi il y en a aux États-Unis? Vous avez souvenance du 11 septembre aux États-Unis? Donc l'armée américaine n'avait pas les moyens? C'est pourquoi Ben Laden et sa troupe ont frappé? Non, c'est pour dire que les moyens dont disposent les terroristes, je ne dis même pas que ces moyens sont supérieurs aux moyens des armées. Mais le fonctionnement du terrorisme là est tel que toutes les armées travaillent tous les jours à réfléchir. C'est beaucoup plus l'information, la diffusion ou la circulation de l'information, du renseignement entre les États qui permet d'anticiper sur les actions des terroristes. Quand vous dites que, d'abord, l'histoire de 8 heures, franchement, nous sommes dans une émission sérieuse.
pour des informations sensibles du genre, quand on n'en a pas la véracité. 8 heures, c'est-à-dire 8 heures, on dit que nos forces de l'ordre. Alors que 8 heures d'horloge pour venir à la rescousse de. Non, on n'a pas l'assurance de cette information. On a même la preuve de ce que l'armée béninoise. Les terroristes n'ont pas besoin de 8 heures pour opérer. D'accord? Mais il y a des pays, moi je ne dis pas qu'un seul homme béninois tombé est inutile, non. Mais quand on en a plus de 30 qui tombent, c'est encore plus grave. Mais vous savez, des pays qui sont plus habitués même à la lutte contre le terrorisme que le Bénin, perdent des centaines de personnes dans cette lutte-là. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas les moyens. Quand vous allez au Burkina, ils ont le soutien de la Russie. Hein. Vous allez au Mali, Wagner est resté là-bas et qui lutte sur beaucoup de fronts très difficiles. Mais vous avez l'armée régulière de Poutine qui les appuie. Mais ils gagnent, ils ont des victoires, mais ils ont également des pertes. Mais nous, on ne souhaite pas avoir une seule perte. Quand ça arrive, ça fait mal. Maintenant, mais donc la proposition du Parti populaire panafricain. La proposition du Parti panafricain populaire, ou c'est populaire panafricain? Parti populaire panafricain. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui vous fait marrer? Ah oui, parce que mon ami Jean-Baptiste Ungué, j'apprends à le suivre, parce que, soit dit en passant, il sait qu'il va d'ailleurs me concéder que je le chahute, hein, de Bénin en route à Bloc républicain, après UDBN, et maintenant PPP. Il faut qu'il me laisse réserver mon souffle pour prononcer les noms de partis politiques par rapport à lui. Bon, je lui souhaite bonne chance avec PPP. Donc, ces propositions, lorsqu'il dit qu'il faut des moyens aériens, moi j'ai envie d'ajouter, oui, c'est bien, mais le Bénin dispose de moyens aériens et avec lui, nous joignons nos voix à la sienne pour dire qu'il faut en avoir davantage. Pour que, puisque par exemple, quand on a écouté le porte-parole du gouvernement, il a dit que dès que l'alerte a été donnée, d'accord, en quelques minutes, on peut perdre des hommes. On ne dit pas, les hommes, que les terroristes sont perdus, mais que notre armée, par des moyens aériens, d'accord, s'est remis sur le front pour contre-attaquer, pour les neutraliser. Mais avant l'arrivée de ces moyens aériens-là, ils étaient déjà hors du territoire, ils étaient à une distance où on ne pouvait pas aller donc plus loin que ça pour les neutraliser. Ça veut dire que ça existe, mais il faut en avoir plus. Pour que, par exemple, de façon permanente, les frontières, les zones sensibles soient survolées. C'est-à-dire que si, par exemple, ces moyens étaient en train de survoler ces zones-là de façon permanente, eh bien, dès que l'alerte est donnée, on ferait plus de dégâts. Et ça, j'ai aimé l'humilité ou le sens de répartie du porte-parole du gouvernement qui dit que l'armée béninoise aurait aimé faire plus de dégâts dans le camp des terroristes. Et j'ai entendu encore de la bouche du porte-parole du gouvernement en appeler, après avoir donné le soutien du gouvernement aux forces de défense et de sécurité, en appeler à plus de vigilance, d'accord, à plus de professionnalisme de la part de nos forces de défense et de sécurité. Le président du PPP, Parti populaire panafricain, a parlé de synergie d'action. Oui, comment y arriver avec la crise actuelle entre le Bénin et le Niger? Parce que la synergie d'action, c'est évident. Hein? Il faut y aller tout de suite. Si je veux être en synergie d'action avec vous, Brice Bill Aïtidi, pour que cette émission se passe très bien, il faut bien que toi, vous et moi, nous acceptions rentrer dans ce studio. Et que nous acceptions rentrer dans ce studio en ne nous mettant pas en tête qu'on doit être en train de se gifler. Si j'étais en train de vous gifler depuis, on ne ferait pas émission. Il y a une prédisposition. De toutes les parties. Mais le chef d'état-major général de l'armée béninoise, le général Fructueux Baguidi, a dit devant caméra qu'il a effectué 2 missions au Burkina Faso pour aller demander à ce qu'on coopère pour aller contre l'ennemi commun. Mais vous savez très bien combien les dispositions que le Bénin a prises, les démarches que le Bénin a eu à faire en direction du Niger. Le président béninois a été le premier à aller vers le capitaine Ibrahim Traoré. Il s'est déplacé pour aller parler avec lui. Donc le Bénin a suffisamment dit, restons ensemble.
Alors, lorsque le président de la République disait le 20 décembre devant le Parlement béninois que nous ne sommes pas encore arrivés, le point sur lequel nous sommes encore à la peine, c'est la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les djihadistes qui sont en liberté sur les territoires voisins. J'ai entendu des gens dire, c'est une manière de dire que les autres ne font rien. Non, pas du tout. Tant que la disposition pour une bonne collaboration entre les pays ne sera pas de toutes les parties, de tous les côtés, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ceux qui ont opéré à Banikwara. Leur repli tel que décrivait le porte-parole du gouvernement. Imaginez que lorsque l'armée béninoise a lancé sa riposte et qu'ils ont replié, que l'armée burkinabé soit en train de les attaquer par derrière. Parce que je ne suis pas spécialiste, mais ils vont se retrouver en sandwich. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à bout de ces personnes-là. Mais j'ai vu des vidéos circuler. Je n'ai pas eu les moyens techniques pour les checker, les authentifier. Mais je dis, si ce n'est pas un montage, c'est grave. Il y a par exemple des zones où on a vu des terroristes alimentés par un hélicoptère qui descend, leur donne du... Ça veut dire, ces gens-là, vous ne savez pas les soutiens qu'ils ont. Donc, le problème n'est pas au niveau strictement de l'équipement des armées. L'équipement d'une armée doit continuer. Et le chef de l'État, quand il a promis renforcer l'équipement, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien qui se faisait. D'accord? Et maintenant, il faut que les renseignements fonctionnent tant au niveau national que sous-régional. C'est-à-dire que les populations même de ces zones-là, les terroristes, quand ils passent là, il y a toujours quelqu'un qui les voit. Il faut renforcer, huiler, raffiner la collaboration, l'échange d'informations entre les populations. Quels sont les moyens dont disposent les populations dès qu'elles constatent certaines choses pour informer les forces de l'ordre? Quels sont les numéros que les forces de l'ordre ont mis à leur disposition? Ou bien, quels sont les pôles d'information? Quelles sont les garanties de sécurité, de protection qui sont données à ces populations-là? Parce que je me suis fait dire, et ça paraît vraisemblable, qu'il y a des zones où les terroristes passent parfois, les populations sont obligées de se taire, de rester chez elles pour éviter de subir les représailles. Donc on va retenir que même si les efforts sont déjà faits par le Bénin, pour il faut que les le autres partenariat, il faut que le Bénin aussi travaille tous les jours. Oui, mais le Bénin est-ce que vous avez entendu le général Futur Bagidi? Il a dit qu'il y croit, que ça arrivera. Ce que je soulevais comme problème tout mais ça arrivera quand? Avant que je n'arrive à cette collaboration, à cette synergie d'action que revendiquent nos autorités aujourd'hui, je signalais le fait que il y a un adage qui dit tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. De sorte que quand l'adage n'est pas la réalité. Donc il ne faut pas parce qu'il y a un adage qui dit ça. Quand on a 35 personnes qui sont décédées. Oui. Ça signifie que rien ne se fait. Non, lors d'une attaque, il faut déjà s'inquiéter de ce qu'on a et commencer par savoir que si entre-temps quelque chose a pu être fait, mais juste là, alors ce qui a été fait est insignifiant. Non, mais on ne peut pas s'inquiéter que du matériel, Nicolas. Moi, je dis que le problème du terrorisme, déjà, d'abord, moi, je me disais que ce n'est pas une histoire où il faut simplement s'attarder sur on a tellement d'équipements, on a ci, on a ça pour finir avec ça. C'est un problème de politique interne, c'est un problème de politique générale dans le pays et des relations avec d'autres pays. Et ça, c'était d'abord ça. Donc, c'est un tout, en fait. Ce n'est pas un mal qui est né du néant. C'est un mal qui a pris sa source de quelque part. Ça, déjà, c'est ça. Donc, même si entre-temps, on se disait qu'il faut s'équiper, il faut faire... Non, ça ne suffirait jamais. Mais le problème que nous soulevons ici... Moi, je suis content de vous entendre vous contredire. Allez-y. Le problème qui se pose ici, c'est que déjà, ce qui a été fait en matière de matériel, à mon avis, n'est pas ce qui pourrait être, devrait pouvoir être pour véritablement contrer ça. Oui, même si entre-temps... Même si en temps... Mais vous n'êtes pas militaire. Oui, mais c'est ça. S'il vous plaît. Que j'ai envie de vous poser. Moi, je veux dire... Non, soyez concret. Quelles sont les armes qu'on devrait avoir? C'est-à-dire... Non, quelles sont les caractéristiques? On suit ma logique. J'ai dit, si on a eu dans une attaque 35 de nos forces de l'ordre, sans compter qu'on appelle les dégâts, en tout cas, ce que ceux-là ont récupéré chez nous,
Moi, je dis que si véritablement ce qu'on a mis à disposition de nos forces de l'ordre, l'effectif qui était là, si on avait véritablement ce qu'il fallait, bon, on n'aurait pas pu avoir autant de nombre. Ça ne devrait pas se produire. On ne devrait pas avoir. Et si ça se produit, il faut s'inquiéter sur ce qu'on a eu. Et même si ce qu'on a eu est de qualité, il faut s'inquiéter sur la quantité qu'on a eu. C'est mon problème. Donc ça. Nous joignons notre voix à celle du président du PPP. Mais c'est de ça que je parle. Justement. C'est pourquoi je disais que j'étais d'accord avec le président Rongué. Justement, au niveau de la collaboration qu'il faut avoir, la synergie d'action qu'il faut avoir, je ne suis pas totalement d'accord avec M. Jules Lille lorsqu'il dit que le Bénin a fait des pas. Le problème, c'est, j'ai dit, il faille d'abord un certain nombre de politiques internes, d'abord, de façon globale, et un certain nombre de... Parce que le problème que nous avons, la crise que nous avons aujourd'hui entre le Niger, entre le Burkina Faso, ce n'était pas une crise née du terrorisme. C'est une crise née d'un certain nombre de maintenant, vous proposez quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à la synergie d'action? Il faut corriger déjà un certain nombre de choses. Parce que c'est bien d'accuser les autres. C'est ce que je vous dis. Corriger quoi, par exemple? Lorsque déjà le président de la transition nigérienne prononce des accusations, lorsque le président Ibrahim Traoré accuse le Bénin de façon directe, il faut travailler à les rassurer. Comment nous faisons pour les rassurer? Qu'est-ce que nous faisons pour... Mais le gouvernement les a rassurés plusieurs fois. Qu'est-ce que nous faisons pour montrer notre bonne foi? Non, attendez. Parce que ici, ces gens-là nous accusent de quelque chose de précis. Bon, mais... Qu'avons-nous fait? Non, si vous permettez. Oui. Moi, j'ai un problème. J'ai un problème, un sérieux problème. Allez-y rapidement. Non, j'ai un sérieux problème avec vous, monsieur Sopetin. C'est-à-dire que, montrez-moi que vous êtes quand même renseigné. Est-ce que ça vous a échappé que le gouvernement béninois a demandé au Niger et au Burkina, venez, quand vous dites qu'il y a des bases militaires françaises ici, qu'on forme des terroristes ici, qu'on alimente les terroristes ici, que nous ne sommes pas, que nous sommes de connivence avec les gens. Venez, envoyez des délégations pour venir voir. Non, attendez, vous souviennent, en juillet 2023, quand le général Tiani prenait le pouvoir par la force au Niger, qu'il vous souvienne de notre position ici. Quand les choses se passent de cette façon, vous ferez que... Non, les choses ont évolué. Non, attendez. Je suis même scandalisé. Je suis même scandalisé parce que moi, je veux faire un débat de haut niveau. Je suis même scandalisé que vous soyez en train de prendre ça là comme un crime commis par le Bénin. Moi, s'il vous plaît, attendez, ce dont vous voulez parler. Vous voulez parler de la position prise par le Bénin en ce moment-là. Dans la CEDEAO. De toute façon, un pays responsable. Monsieur Jules, si vous me permettez. Oui, mais vous m'arrachez la parole. Non, c'est moi. Non, c'est à moi. C'est à moi. Allez-y. La question. Je dis, tout a un fondement. Déjà, quand cette position-là. Mais vous avez vu le taux. Est-ce que cette position est un crime? Non, je dis. Oui. Non, notre pays avait pris les devants de la scène, les devants de la situation. Et moi, je dis que il y a des accusations claires. On a dit, vous avez des bases militaires françaises ici. C'est ce sont là les accusations que porte le Niger, que le Burkina porte contre le Bénin. Mais le Bénin dit, venez voir vous-même. Et vous dites, vous ignorez ça. Vous répétez plusieurs fois des choses et vous ne voulez pas prendre en compte. Donc, pour le Bénin, je souhaite, c'est pas moi qui pose des questions, mais je souhaite que M. Sopetin me dise que face à ces accusations, quand le Bénin demande au Niger d'envoyer des délégations militaires et politiques pour venir sur le terrain, et que le Niger ne le fait pas. Alors, quelle est son appréciation là-dessus? Est-ce que ce n'est pas une manière pour le Bénin? Quand le Niger refuse ça, on fait quoi? Je me dis que les autres, parce qu'on a eu l'intervention du président Macron, on a eu l'intervention d'un général français ici, et de leur discours, on lit clairement que ce que les autres disent, ils ont raison de le dire. Non, on n'a jamais lu. Jamais. Moi, je pense que Macron n'a pas parlé de base militaire. Le président Macron dit nous avons... la vidéo a circulé. Le président Macron a dit que nous avons une coopération militaire avec le Bénin. Ce que le Bénin aussi a dit. Et le général français a dit ici nous n'avons pas de base permanente
cela sous-entend quand même qu'il y a base, mais même si elle n'est pas permanente. Vous reconnaissez quand même que le Bénin a fait des efforts pour la paix entre le Niger et le... Moi, je suggère que ces efforts aillent plus loin. Non, ne soyez pas d'accord en faisant quoi? Concrètement. Non, je vous en prie. On n'est pas là pour faire il faut peut-être, par exemple, que l'on fasse des vidéos pour aller montrer les camps indécents, parce que... Non, faire des vidéos, on appelle et inviter les gens pour voir. Qu'est-ce qu'ils peuvent mieux rassurer? Oui. De toute façon, on trouvera la solution nécessaire. On trouvera la forme nécessaire pour convaincre le temps de réinviter le président du parti populaire panafricain. Il n'y a rien ici au Bénin. Nicolas même si ici aussi des partis politiques, il y a des par exemple, comment appelle-t-on, les communistes ici au Bénin, dans des communiqués, ont clairement signifié, ont évoqué ce dont parlent les Nigériens. Et donc ils sont spécialistes aussi. Non, je ne suis pas. La parole est plus crédible. Non, je suis désolé, mais ceux-là, ils ont besoin peut-être en tout cas, qu'on soit plus pragmatique de notre côté pour montrer notre bonne foi. C'est pragmatisme là. Quand tu m'accuses de quelque chose, je t'invite dans ma maison pour venir vérifier. Et ils ne viennent pas, ça veut dire qu'ils sont convaincus de quelque chose que nous... Mais qu'est-ce que nous on fait dans ce cas? On va les forcer pour venir? Non, on ne va pas les forcer. D'accord. En attendant qu'on trouve la solution, je vais réinviter le président du Parti populaire panafricain qui n'est pas d'accord avec l'interdiction de la cérémonie d'hommage aux militaires tombés dernièrement au point triple, cérémonie qui devrait se tenir à la Bourse du Travail samedi dernier. Les gens ont dit qu'ils ne veulent pas marcher. Ils veulent rester dans une salle, rendre hommage. Mais parmi ces gens-là, il y a peut-être des enfants, des parents dedans, des parents des victimes. Je connais quelqu'un, un ami, un frère, qui a perdu son enfant dedans, un capitaine. Mais vous empêchez celui-là de se mettre ensemble avec d'autres personnes pour rendre hommage. Mais écoutez, nous attendons que le gouvernement organise un hommage national pour ces choses-là. Pour apaiser les cœurs. Pour apaiser les cœurs, mais on ne peut pas empêcher les syndicalistes, ce ne sont pas les politiciens qui ont organisé cette cérémonie. On ne peut pas empêcher les gens de rendre hommage. C'est des protecteurs qui sont allés, qui sont tombés. Et la façon dont ils sont tombés, c'est déplorable. Et moi, j'ai pleuré pendant au moins 2 jours. Et toute la nuit, je réfléchis, je dis, cela dépasse les bornes. Voilà, je rappelle que les secrétaires généraux de la CSA, l'UNSTB et la CGTB, syndicats initiateurs de la cérémonie d'hommage, ont finalement annoncé l'annulation de la cérémonie après avoir constaté un important déploiement de policiers autour de la Bourse du Travail. Julien, vous opinez sur l'avis du président du PPP et vous dites votre position par rapport à cette interdiction. Oui, est-ce que cette interdiction, elle est légale? Je comprends que vous me quadrillez. Ça fait deux questions. Oui, surtout on va y aller rapidement. Surtout pour que je ne retourne pas en arrière vers ce pétain. Parce que ces contre-vérités et ces incantations qu'il répète sans démonstration n'ont pas besoin même d'être déconstruites. C'est-à-dire que les auditeurs comprennent que... Vous allez en arrière quand même. Non, allons rapidement à la question suivante. Les auditeurs ont compris qu'il est irrité lorsqu'on pense que l'État béninois fait quelque chose. Bref. Alors, sur ce qui a été l'avis du président il a dit qu'on devrait laisser les syndicalistes faire leur hommage. Oui, tout le monde. Nos frères tombés. Oui, tout le monde, tout homme tout démocrate aurait souhaité ça. C'est-à-dire que les syndicalistes, c'est des citoyens béninois. Que nous ne nous contentions pas de dire les syndicalistes morts, les syndicalistes et les acteurs politiques qui ont été conviés également, parce que les syndicalistes eux-mêmes ont dit qu'ils ont invité les acteurs politiques, ils ont invité d'autres personnalités, et certainement des personnes qui sont proches des soldats tombés également. A priori, ça ne devrait pas poser problème. Et moi-même qui suis ici, je me suis posé la question de savoir mais pourquoi la police va les empêcher de le faire. Et surtout que c'est pas sous forme d'une marche, donc il n'y a pas risque de trouble à l'ordre public de façon visible ou physique. Mais je me suis posé aussi la question de savoir, mais c'est une police républicaine, donc s'il y a des autorités qui donnent des ordres, même le directeur général de la police, il ne se lève pas pour donner des ordres comme un brut, non. Il a des informations qu'il a, il y a des échanges qu'il a avec les organisations de telle ou telle manifestation.
Parce que l'espace et là je suis en train d'embrayer, je suis mon avis, hein, l'analyse que j'en fais. Moi, toutes les fois qu'on empêche l'expression d'une liberté, je suis dérangé. Mais après, je ne m'empêche pas de réfléchir, d'interroger les faits. Alors, dans l'espace de la Bourse du Travail, c'est quand même sur le territoire béninois. La manifestation qu'on voulait faire va être marquée surtout par des déclarations. Aussi bien par les secrétaires généraux de centrales syndicales que par des personnalités invitées. Lorsqu'on interroge le contexte, on peut se dire il y a dû avoir une incompréhension entre les autorités politico-administratives et les organisateurs de la manifestation, notamment sur le contenu de la manifestation. Mais pourquoi ne pas régler non, justement, cette incompréhension avant le jour de... Mais cette incompréhension avant, si ce n'est pas réglé, il est déjà arrivé ici où la responsabilité a été partagée entre les forces de l'ordre, le préfet et les manifestants, les syndicalistes. Comment? La communication d'avant. Par exemple, même si pour organiser une manifestation du genre au sein de la Bourse du Travail, ils n'ont pas, je suppose, besoin forcément d'une autorisation formelle et tout, parce qu'ils font des réunions. Mais quand on sait que c'est dans le contexte où ces personnes-là, parmi elles, il y en a qui, dès qu'il y a eu des frappes, des attaques contre le Bénin, avec des pertes, tout leur discours a été de ridiculiser l'armée béninoise, de ridiculiser l'État béninois. Qui? Ah, mais écoutez, vous avez entendu les discours, par exemple, du secrétaire général de la CSTB, Kassa Mampo. Quand lui, il prend la parole. C'est-à-dire que son problème, le Bénin est en train de perdre tout ça, parce qu'on lit ça, présence de base militaire française au Bénin. Ce qui n'est pas prouvé. Donc c'est pour éviter les discours gênants qu'on a interdit cette manifestation. Je vous vois venir. Et je ne vous, venir où? Non, je ne vous permettrai pas, je ne vous aiderai pas. Moi, dit que Julien Kitty est venu dans ce studio pour dire les autorités policières ont interdit la manifestation de façon ferme. Non, j'émets des hypothèses. Allez-y. Alors entendons-nous très bien. Allez-y. C'est-à-dire que pour moi, quand je dis que je suis gêné par l'interdiction d'une manifestation du genre, mais quels pourraient être puisque les deux parties n'ont pas réellement communiqué autour, les autres disent, nous voulons montrer du soutien à l'armée, on a même un certificat qu'on veut donner au chef d'état-major général, mais je me pose des questions. Quelles ont été la qualité des échanges entre l'état-major général des armées et les syndicalistes? L'état-major général ne peut pas agir sans avoir l'autorisation du gouvernement. Quelle a été la communication entre les syndicalistes et le gouvernement? Est-ce que tout par rapport à leur déclaration, ils ont donné toutes les informations? Est-ce que les autorités politico-administratives se sont empressées pour dire, ah, si par hasard, c'était qu'elles n'ont pas eu toutes les informations? Mais moi, j'ai dit, la police, par exemple, et même dans les échanges en aparté, je vous ai dit, la police, par exemple, aurait pu, en amont, dire, nous n'avons pas suffisamment d'informations. La veille, il a dit, vous ne pouvez pas tenir la manifestation. C'est-à-dire, on ne vient pas installer le dispositif cet ordre de police pour que finalement on vienne empêcher pour que ça fasse un spectacle. Donc pour moi, le problème peut se poser au niveau des syndicalistes qui peut-être ont fait de mythes autour, parce que en plus il y a une marche prévue par justement la CSTB qui est de cœur avec les autres centrales syndicales, une semaine après le samedi où elles devraient tenir leur séance là, pour réclamer le départ de quoi la troupe française du Bénin. Ça là, un État qui dit il n'y a pas de troupe française, il n'y a pas de base militaire française au Bénin. C'est des questions de sécurité. Qui dit on n'est pas d'accord que vous mettiez dans la rue pour être en train de dire ça et vous programmez, même si ce n'est pas exactement les mêmes centrales syndicales qui ont programmé ça, l'atmosphère des échanges entre les différentes parties, selon moi, était viciée. Maintenant, au niveau de la police également, il faut souhaiter que le directeur général de la police, par exemple, par anticipation, discute avec les personnes. Ces problèmes en amont. En amont, c'est-à-dire qu'on peut, la police a une cellule de communication. La police peut, par exemple, sortir un communiqué à la veille pour dire, les centrales syndicales ont voulu organiser une cérémonie d'hommage. Le gouvernement et l'État, l'armée, peut-être sont en train de prendre des dispositions pour des hommages nationaux. Il faut qu'on attende et que tout le monde soit ensemble. Et pour ça, nous avons demandé à ce que eux, ils ne fassent pas. Là, si l'opinion est informée de quelque chose du genre,
les centrales syndicales aussi ne seraient pas surprises de constater que le lendemain, on vient les empêcher. C'est plus élégant. Oui, c'est plus élégant. Mais eux aussi, les secrétaires généraux, là, quand on leur demande de fournir des informations, parce qu'il est arrivé dans des cas où on leur demande de fournir des informations, eux aussi se plaisent à dire, ah non, c'est notre liberté, c'est notre autonomie, nous pouvons faire ce que nous voulons, en plus c'est notre territoire. Nous, non, nous sommes dans une république unie. Il faut que chacun joue sa partition. Et dans une situation du genre, un contexte où on parle de sécurité, quand on vous demande des informations, donnez toutes les informations sur ce que vous voulez faire. Voilà. Et que les syndicalistes, j'en aurais fini, ne considèrent pas que le fait de venir parler sur une radio, le fait de sortir un communiqué, d'accord, a la même valeur pour les autorités politiques ou administratives que des lettres envoyées formellement ou des rencontres, des audiences demandées. Donc pour moi, toutes les parties, les responsabilités sont partagées. Et là où nous sommes aujourd'hui en faisant cette émission-là, ni du côté de la police, qui dit avoir reçu des instructions et agit, ni du côté des centrales syndicales, on a la preuve des démarches qui ont été menées. Preuve à l'appui pour que cet incident n'advienne pas. Donc moi je trouve que c'est pas élégant qu'on en arrive là. Et il faut que chacun joue son rôle par anticipation. Qu'on en arrive à l'interdiction. Oui. Vous êtes contre l'interdiction. Je ne suis pas prêt à répondre à cette question vicieuse. Si après toutes mes explications, vous gardez intact votre vice dans votre question, moi je ne réponds pas. Le propos de Jean-Baptiste Wonga, et puis vous nous dites votre analyse de la situation d'interdiction. Je m'inscris dans la même ligne que M. Wonga, décidément. Vous êtes contre l'interdiction. Je suis total. D'ailleurs, bon, est-ce que c'est nouveau sous nos cieux? C'est prévisible votre réaction? Non, c'est c'est pas nouveau. C'est ce qui est dangereux. Non, ça dit, si sur les sujets on doit savoir que Sopété va dire non, s'il vous plaît, on a interdit, donc c'est catastrophique. Il y a une chose qu'on est en train de faire et qui est grave. Laquelle? Moi, il faut appeler un chien, un chat, un chat. Quand on interdit une manifestation, c'est antidémocratique. Ça, il faut insister là-dessus. Votre phrase est antidémocratique. Parce que vous ne parlez pas de la nature de la manifestation. Il faut lui permettre de comment il peut affirmer si on interdit une manifestation, si la manifestation une manifestation pour manifester un état d'âme, pour manifester un mécontentement. Mais vous n'avez pas toutes les informations que les autorités ont. S'il vous plaît. Quelle est l'information? Nos frères sont tombés sous les armes des djihadistes. On dit qu'on veut leur rendre hommage. À quoi vous vous attendez à une cérémonie d'hommage qu'on veut rendre à des victimes du terrorisme? À quoi on s'attend? Bon, dites-moi, qui est-ce que ça gêne? Lorsque les gens disent, par exemple, nous voulons nous mettre dans la rue pour réclamer le départ des troupes françaises. Si entre-temps, vous êtes conscient, pour vous, pouvoir en place, vous n'avez aucun problème avec une quelconque base militaire au Bénin. S'il n'y a aucune troupe française au Bénin, en tant que citoyen, ça ne vous gêne pas que le pouvoir, le gouvernement dise qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin et que les citoyens réclament le départ. Il se plaint que le Niger, les relations avec le Niger ne sont pas au beau fixe. S'il vous plaît, avant que Ibeka ne parte, avant que certaines présidences d'Afrique ne quittent le pouvoir, des manifestations ont eu lieu en France pour réclamer le départ de certaines autorités. Pourquoi la France n'a pas interdit ça? Mais c'est pas la même chose. Non, s'il vous plaît. Si en France, il n'y a pas base militaire béninoise, et que les Français se mettent dans la rue, dans les manifestations de maillot jaune, la France va interdire. Dans les manifestations de maillot jaune, les gens ont réclamé le départ même de Emmanuel Macron. Gilet jaune. Et quelle a été la réaction de l'État français? Non, mais s'il vous plaît. Non, mais on n'a pas d'abord interdit. Il n'y a pas de comparaison à faire. Voilà, vous êtes journaliste, non? Interdit. Même les maillots jaunes ont été traités comment par la police française? Mais les Français, la suite, Emmanuel Macron est victime de ce dont elle est victime aujourd'hui. Vous êtes journaliste. Allons sur les faits d'abord. Moi, c'est que je dis. La preuve que votre exemple est mal placé. Quelle a été la réaction de la police française face aux gilets jaunes? Où on interdit les marches, c'est qu'on vous accuse d'être dictateur. Et quand Emmanuel Macron a frappé les gilets jaunes, les Français ne lui ont pas pardonné. Même si la marche est incline à troubler l'ordre public. S'il vous plaît. Moi, je pense que ici, chez moi,
on a commencé désormais à être habitué aux interdictions de marche. Quand bien même, je me souviens que c'est suite à des marches ici, c'est suite à des manifestations ici, que certains ont retrouvé le pouvoir. Moi, je me dis, nous parlons quand on parle de la manifestation des syndicalistes, quand on parle de dommages qu'on veut rendre aux victimes du terrorisme et qu'on interdit cela, moi, ça me dérange. Quel peut bien être un discours qu'on va tenir à une cérémonie d'hommage et qui pourrait être aussi gênant? Non, personne n'a parlé de discours. C'est des hypothèses que Jules a émises. Non, c'est justement pourquoi j'en parle. Parce qu'on peut imaginer tout. Vous n'avez pas toutes les informations, Nicolas. S'il vous plaît, restons aussi toujours dans les hypothèses à savoir. Même dans les hypothèses, un discours peut enflammer plus que... Vous êtes journaliste, vous connaissez par exemple... Moi, je peux vous donner l'exemple du rôle qu'un média... Parce que quand un média, là, c'est des propos qui sont tenus sur un média, c'est un discours. Vous connaissez l'histoire de Radio Mille Collines? C'est des discours... Attendez, c'est des discours qui ont amené... Moi, ce que je réclame... c'est des discours qui ont amené des gens à se tuer. Que réclamez-vous? Ce que je réclame... On est même des hypothèses. Il faut laisser les gens s'exprimer. Mais vous vous exprimez dans ce studio, les gens s'expriment pas. S'il vous plaît, monsieur Brice Bill. La bourse de travail, c'est un lieu sacré. L'inviolabilité de la bourse, de la maison des travailleurs, désormais, on est habitué à ça. Comment on appelle ça? Ça vous dérange? Moi, ça m'embête énormément. Merci, Nicolas. Désormais, on laisse les gens s'exprimer. Moi, il y a eu... D'abord, moi, je ne sais pas... Moi, le temps que le gouvernement béninois même a pris pour enfin sortir un communiqué qui parle de ce drame dont on a été victime, moi ça m'a gêné. Plus d'une semaine plus tard, avant que ça ne tombe. Mieux vaut tard que jamais. Non, moi je me dis que si des citoyens se disent que ce qui nous est frappé là, ce qui nous est arrivé là est grave, et que en honneur de la mémoire de ceux qui sont partis, nous voulons faire une manifestation. Nous voulons leur rendre hommage. Je ne sais pas quel pourrait être un discours haineux qu'on pourrait tenir. Un discours de violence qu'on pourrait tenir à une cérémonie d'hommage. Si véritablement ceux qui sont partis occupent nos soucis, je ne sais pas quel genre pourrait être le discours qui pourrait faire... comment appelle-t-on? Serait trouble à l'ordre public autant pour qu'on militarise autant. Merci Nicolas Soukouetin. Notre seul ennemi dans ce studio, c'est le temps. On va pouvoir continuer. On a beaucoup de choses à dire sur les sujets. Le porte-parole du gouvernement, lui, s'est exprimé, contrairement à ce que vous dites, Nicolas. Il était récemment face à la presse. Wilfried Lian Rungbeji a opiné sur plusieurs questions d'actualité. Suivons ici le porte-parole du gouvernement sur le supposé coup d'État survenu au Bénin. Qui, dans une logique qui est la leur, dans un plan qui leur est propre, ont décrété hier qu'il y avait une situation insurrectionnelle au Bénin, voire qu'il y avait un coup d'État, ils en sont et ils en seront pour leur crédibilité aujourd'hui et demain. Je viens de la présidence de la République où le chef de l'État a convoqué une réunion depuis 9 heures pour faire le bilan des Vodou Days, apprécier les aspects positifs, regarder courageusement les aspects qui auront moins marché pour projeter l'édition 2026 afin d'offrir à nos concitoyens et à tous ceux qui viendraient au Bénin à l'occasion de cette prochaine édition une expérience encore plus envoûtante de Vodou Days. Et parce que j'ai un rendez-vous avec lui, je me suis excusé pour partir de la salle et vous rejoindre. Donc c'est vous dire que le pays, le Bénin, notre Bénin, est loin des sirènes apocalyptiques que certaines usines, certaines officines s'emploient à faire résonner autour de lui. Donc dites-leur que le Bénin il est en place, que le président Patrice Talon il est là, son mandat finit dans 16 mois. Voilà, le Bénin il est en place, le Bénin est debout, contrairement aux rumeurs de coups d'État qui ont circulé ces derniers jours. Nicolas Soukouetin, je reste avec vous. Voilà qui nous rassure, de toute façon. Et on sait que, en fait, l'idée de coup d'État au Bénin, je crois que c'est une idée qu'il faut garder très loin de nous ici au Bénin. On en a assez entendu, il faut que ça s'arrête. Et je pense que ceux qui s'amusent à dire des choses comme ça ou à produire des informations du genre, et ils doivent savoir raison garder.
Parce que on ne sait jamais comment ça va se produire. Et ça, je suis totalement désolé pour les auteurs de ces genres d'actes. Bon, l'intervention du porte-parole, moi je pense que ça vient rassurer. Ça vient rassurer. Et plaise au ciel, ça n'arrivera jamais au Bénin, ça c'est presque sûr. Mais pourquoi inventer ces genres d'informations, de rumeurs, Julien? Bon, mais je me suis posé la même question. Il y a 48 heures, je me suis fendu d'une tribune, une chronique que j'ai intitulée COI, même l'intoxication devrait avoir des limites. C'est-à-dire que là, il ne faut pas toucher le fond du ridicule. Et j'ai dit dans cette chronique que un coup d'État, ce n'est pas une aiguille à rechercher dans du sable pour être convaincu de sa réalité. Vous dites, et sur des plateformes, imaginez plusieurs plateformes, hein, parce que moi je suis très régulièrement des informations sur la sous-région et tout. Il y a des plateformes auxquelles j'accordais beaucoup de crédit, sur lesquelles j'ai vu des gens faire des vidéos pour dire, voilà, avec des images montées, qu'il y a un coup d'État au Bénin, et que le président... Mais pourquoi aller à ces extrémités? Bon, alors, moi je pense qu'il y a ici et ailleurs des gens qui ont intérêt à déstabiliser la psychologie des filles et fils du Bénin, à déstabiliser la psychologie du régime Patrice Talon, mais je ne peux pas comprendre comment ces laboratoires-là ont été dans une panne aussi grave d'imagination pour aller trouver quelque chose de si humiliant pour eux-mêmes. Parce que quand vous dites qu'il y a un coup d'État quelque part, ça suppose que 24 heures, 48 heures après, vous devez donner la preuve de ce qu'il y a ça. Bien sûr. Nous sommes au Bénin, il n'y a même pas eu un début d'action qui puisse faire penser à un coup d'État. Et pendant que le président de la République, vous dites qu'il a fui, qu'il se retrouve au Nigeria, il est en train de travailler à Cotonou, et il n'y a rien qui se passe. Bon, moi je dis, et j'ai été gêné de constater que ça là, ça n'a pas intéressé toutes les forces politiques béninoises, toutes tendances confondues. J'ai vu même des gens à Cotonou ici commencer par dire, se demander même, tenir des propos qui donnent l'impression que, genre, si ça arrivait, bon, tout compte fait, c'est comme s'il y avait des gens qui avaient intérêt à ce que ça arrive. C'est grave quand on en arrive à ce niveau. Parce qu'un coup d'État, c'est pas orienté seulement contre un président, la personne d'un président de la République. C'est tout un État qui est déstabilisé. Regardez les pays où... tout s'arrête. Tout s'arrête. Regardez les pays où il y a un coup d'État. Je vous en prie. Ces pays-là, disons-nous la vérité, peinent à se retrouver. Plus rien n'est à l'endroit. Regardez ces pays, aucune institution ne fonctionne. Quand il y a un coup d'État, là, la radio où nous sommes en train de parler, là, si ça arrive au Bénin, ça arrête. D'accord? Et les vies de ceux qui travaillent ici, là, ça s'arrête, en tout cas, en griffe, par rapport à... On devient chômeur, du coup. D'accord. Donc, ce n'est pas, il ne faut pas, parce qu'on est contre un régime, faire ça. Maintenant, pour les pays de la sous-région, j'ai vu des gens qui applaudissaient déjà sur ces comptes-là pour dire, voilà, donc le Bénin est sur la liste de l'AES, c'est fini. Et non, c'est grave. C'est gravissime. Moi, je ne peux pas comprendre pourquoi les gens en sont arrivés là. Je me pose encore je mets ça dans l'hypothèse. Et si c'est toujours du camp du président, pour voir aussi la réaction des gens. Non, et là, je vous réponds. Est-ce que quelque chose... Non, je vous réponds. Sorte du camp. Si ces genres d'images qu'on a fait circuler, si ces gens on jette ça dans l'opinion pour voir quelle pourrait être la réaction de la masse. Bon, moi et on vient rassurer. Si vous permettez. Tout est possible en politique. Non, oui, moi je peux vous... oui, tout est possible en politique. Tout est possible. Moi je pense que... je pense que ça ne pourrait... c'est une idée qui est loin déjà du Bénin. Moi je pense que placer un mot. Je dis l'hypothèse que Sokweté est en train d'émettre est due à sa sous-information sur les comptes qui ont diffusé ces informations. Moi, j'ai fait le tour, j'ai checké ces comptes-là. C'est 9 fois sur 10 des comptes qui sont connus pour leur soutien à l'AES. C'est pas seulement dans notre pays. C'est des comptes, c'est des activistes qui sont connus, qui ont des comptes... On peut jamais savoir d'où c'est venu. Non, attendez. J'ai dit tout est possible. Et ce qui a été dit là, d'accord, ce qui a été dit là,
pour qu'on dise, oui, tout est possible, mais pour que dans l'analyse, on émette cette hypothèse-là, que ça vienne du pouvoir de Cotonou, il y a des facteurs, il y a des éléments qui peuvent, il n'y a aucun élément qui puisse vous amener, même si c'est quelque chose qui est possible dans des États, ceux qui ont produit ça. Non, il n'a pas dit venant du pouvoir de Cotonou. Hein. Il a dit dans les sbires du pouvoir, c'est possible. Non, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est le pouvoir. Pas forcément du pouvoir. Mais il dit que dans la mouvance même. Dans la mouvance, en fait. Dans la mouvance même. Pouvoir le pouls. Comment les gens réagiraient? Qu'est-ce que vous appelez mouvance? Qu'est-ce que vous appelez le pouvoir? Julien, vous permettez, le porte-parole du gouvernement s'est également prononcé, exprimé sur les débats récents relatifs à un éventuel troisième mandat du président Patrice Talon. Selon les révélations du TOFA 2025, on ne pourra pas malheureusement écouter Wilfried Léandre Mbouedji, mais je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on a toujours des raisons de s'inquiéter par rapport à un troisième mandat? Moi, je m'inquiète nullement. Je m'inquiète nullement parce que je pense que le président Patrice Talon a donné suffisamment de raisons de croire que il ne devra plus être là en 2026. Non, mais, sauf que, vous voyez, généralement les idées de troisième mandat, parfois ne viennent pas des présidents eux-mêmes. C'est des apôtres du régime. C'est ça. Comme ce que nous avons entendu de Bokono, qui interprétait le FA. Moi, je pense que peut-être qu'il a dit ça juste pour se faire plaire au chef. Le chef de l'État a donné des gages de son départ, Léandre. Mais pourquoi ne pas arrêter si ça plaisait les petites entreprises au niveau du régime qui appellent au troisième mandat? Vous lisez, non, sur les réseaux sociaux? Non, je constate que ceux qui parlent de troisième mandat, ceux qui disent qu'eux, ils souhaitent qu'il y ait un troisième mandat pour le président Patrice Talon, n'ont aucune fonction dans la République. N'ont aucune fonction dans la République. Et vous avez vu la pratique de ce régime, Mais ils appartiennent à la mouvance. Attendez, vous avez vu la pratique de ce régime-là lorsque quelqu'un est dans une fonction républicaine, d'accord, où le chef de l'État et son gouvernement ont la même mise sur cette personne-là, ont l'autorité par rapport aux fonctions qu'exerce cette personne. Dès que la personne se met à faire de ce genre de déclarations, la personne est sautée de son poste. Tous les ministres qui sont allés dans ce sens-là ont été sautés. D'accord? Et lorsque, au sein des formations politiques, des gens se sont permis de dire des choses, les sanctions au sein des formations politiques sont prises par les formations politiques. Donc, pour moi, quand quelqu'un... C'est des gens errants. Non, c'est vous en prie. Oui, bon, peut-être. Quand je vais me lever là où je suis maintenant et commencer par dire que moi, là, j'estime qu'il faut que le président Patrice Talon reste au pouvoir. Quel pouvoir le chef de l'État a de dire on n'a qu'à m'arrêter ou bien on n'a qu'à m'interdire de dire ça? Tout au plus, quelqu'un peut aller déposer un recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour dire ce que j'ai dit est anticonstitutionnel et la Cour va rendre une décision, on va m'écouter. La Constitution ne dit pas il faut m'arrêter. Donc, à partir de ce moment-là, ces personnes-là font quelle masse critique de personnes qui disent ça. Et ces personnes qui disent ça, il faut les minimiser. Il faut les minimiser. Je ne suis pas totalement d'accord. Il faut les minimiser. Monsieur Jules, ils donnent leurs avis. En temps normal, vu ceux qui parlent là, vu leur notoriété dans le public. C'est vous qui le connaissez, cette notoriété? Non, ces gens-là devraient être interpellés. La justice devrait s'en saisir. Non, pas du tout. Comme si moi... La justice n'est pas là pour violer les lois. La justice n'est pas là pour violer les lois. S'il vous plaît. Imaginez quelqu'un dans le cas contraire. Quelqu'un dans le cas contraire et qui dit je souhaite qu'on arrête, qui dirait peut-être qu'on stoppe le mandat de Talon. Ça c'est une infraction. Mais justement, celui qui dit l'autre aussi est dans l'infraction par rapport à la note. S'il vous plaît. Et là il faut un recours contre lui. Et la justice devrait... Non, il faut un recours. Portez un recours, vous, Sopétin, écrivez. La Constitution vous donne l'autorisation d'écrire pour dire que celui qui a dit ça... On devrait l'interpeller. Non, c'est qui je l'avais annoncé à l'entame. Je l'avais annoncé à l'entame 1 minute avec la complicité de Patrice Bédia. Donald Trump va prêter serment tout à l'heure sous haute sécurité
sécurité, je crois que c'est Bonne normal. chance à lui. C'est normal après une campagne électorale marquée par la violence et deux attentats le visant. C'est dommage qu'il soit obligé de prêter serment. Lui qui a fait campagne sous le sceau de la protection des États-Unis, il s'est positionné comme l'homme fort qui va arrêter les guerres, qui va faire ci, que lui-même sa propre sécurité soit menacée. Et ça pose un problème. Donc pour moi, Donald Trump, son retour à la tête des États-Unis, c'est bien, c'est la volonté des Américains, mais je pense que ça ne donne aucune garantie de ce que l'Amérique va reprendre sa posture de gardien du monde entier. Vous savez, il fut une époque où quand on appelait les États-Unis, on disait ce sont ces personnes-là qui rassurent en matière de sécurité. Aujourd'hui, les États-Unis ont perdu cette image-là. Non, moi, je pense plutôt que c'est le meilleur président que les États-Unis puissent avoir et que son arrivée au pouvoir va permettre à beaucoup en tout cas à nous autres Africains de nous, parce que quand il dit que je vais arrêter les guerres, il ne dit pas que il n'estimait pas que les États-Unis menaient des guerres. Le fait est qu'il y a un financement à haute dose des États-Unis dans ces guerres-là, et il pense peut-être qu'en arrêtant ces financements, les guerres vont aux États-Unis. Malheureusement, le président ne décide pas lui seul. Merci, merci d'être passé chez nous sur Actuel Débat. Nicolas Sopetin, journaliste, Joléandre Keti, consultant média. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette émission. Je suis Brice Bill Aïtedji. Bonsoir et à bientôt.